Il allait dire à tout le monde je l'ai clashé alors que je ne l'ai jamais clashé. Et par contre, lui, il allait faire un clash et puis finalement, c'était un paix foireux qui n'a rien donné. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça n'a rien donné, pas de modèle économique derrière. Donc voilà, on passe la route. Ce que chacun voit, c'est ce qu'il dit. Mhm. Ce que Amir a dit, c'est ce qu'il pense. Ce que Logozo dit, c'est ce qu'il pense. Ce que Cyanogène dit, c'est ce qu'il pense. Voilà. Logozo, pour moi, est un maître de son art. Ça, je l'ai aussi toujours dit. Je veux dire, en termes de fond, voilà. Logozo, voilà. Respect. Respect. Voilà. Cyanogène est quelqu'un de très, très authentique également. Donc, voilà. Amir, dans son genre aussi, il est dans son genre. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, tu as l'instru qui est plus importante que le texte. Oui. Et donc, l'instru met en avant le texte. Avant, oui. C'était bel et bien le texte qui était plus fort que l'instru. À 30 ans, on avait d'autres problèmes. On utilisait le hip-hop. Enfin, il faut rappeler qu'il est né aux États-Unis au milieu des années 70, justement parce qu'il y avait un message derrière, la ségrégation raciale. Alors le hip-hop a été récupéré par les blacks en quelque sorte un peu pour pouvoir défendre leurs droits. Oui. Donc il y avait quelque chose de revendicatif toujours derrière ça. À la base, c'était ça. Puis il y a eu la récupération par les médias, les MTV, les tout machin, qui en ont fait tout un système, un écosystème, comme tu dis. Et là, ça a perdu un peu de cette valeur intrinsèque là. Donc aujourd'hui, tu vas, voilà, c'est un rappeur ça, oui. Des mèches roses, vertes, jaunes, etc. C'est marrant. Voilà, mais c'est ça le rap aujourd'hui. La plus grande majorité de mes textes ne sortent pas. Ce qui sort, c'est peut-être 10%. 10%? Oui, qui finit par sortir sous forme d'album ou des textes posés en studio. Sinon, la grande majorité, ça ne sort pas. Bienvenue dans Vibes, un héritage, l'espace où la parole devient art, où la culture se raconte sans filtre, où les voix qui bousculent le système prennent toute leur place. Aujourd'hui, on ne reçoit pas juste un artiste, on reçoit un pilier, un leader, un penseur, un architecte du hip-hop béninois et africain. Son flow est tranchant, sa plume dérange et sa vision dépasse la musique. Il incarne un mouvement, une époque, une rébellion. Certains le connaissent pour ses textes puissants, d'autres pour ses prises de position, mais tous s'accordent sur une chose, Kessie Edge Monteano ne rappe pas pour divertir, mais pour éveiller les consciences. Préparez-vous à un échange sans masque, sans détour, sans filtre, où chaque mot compte. Installez-vous confortablement, c'est maintenant que tout commence. Let's go! Hello Kessie, la pleine forme? Salut Ekon, ça va frère, ça va, à la forme à fond. Super, alors j'ai une question d'entrée. Si le hip-hop était une nation, quel rôle y jouerais-tu? Président, révolutionnaire, poète ou soldat? Voilà, donc, mais bon, tu connais déjà un peu la vibes, je vais encore me dire. Le hip-hop peut être une nation, c'est puisque ça rassemble pas mal de personnes sous une même bannière. Et moi, si j'étais un membre de cette nation-là, comme je t'ai dit, ce serait exploration, science, scientifique, explorateur, chercheur dans cette nation que serait le hip-hop. Voilà. Ok, super. Alors dis-nous, qui est Kessie? Monteano, c'est un homme simple, épris de rap, voilà. J'aime les mots, l'expression écrite, la culture générale, en gros. Tout ce qui touche aussi à la spiritualité m'intéresse profondément. Et donc, j'espère qu'au fil de la discussion, on va se découvrir certaines facettes. Ok, super. Alors, le hip-hop, pourquoi l'avoir choisi? As-tu, disons, ta carrière a débuté réellement à quel moment? Bon, je ne sais pas te dire exactement à quel moment ça a débuté, cette fameuse carrière, mais je sais que je pratique. Je pratique l'écriture déjà depuis très, très, très longtemps. Enfin, j'écris depuis que je sais écrire. Depuis que j'ai appris à écrire, j'écris. J'ai aussi flirté avec la poésie très, très, très tôt. Ok. Déjà vers l'âge de 9-10 ans, là, mon père avait des séries de bouquins, dont quelques-uns de poésie. Et
ma première expérience avec la poésie, c'était Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Donc déjà, avant l'âge de 10 ans, je lisais Les Fleurs du Mal, la versification et la rimologie de Baudelaire. Je l'ai un peu intégré de manière inconsciente. Oui. Et donc, de fil en aiguille, dès qu'il y avait un bouquin qui parlait de quelque chose, je le lisais. Puis, étant un amoureux des rimes, j'essayais de faire des phrases rimées. Et lorsque j'étais tombé sur l'album de MC Solar, je crois que c'était Qui sème le vent récolte le tempo, un truc comme ça, là, en 91. Hein. 91 ? Ouais, on avait 14, 15 ans, là. Et donc, lui, le premier album de MC Solar, en tout cas, il y avait toutes les paroles dedans. Donc, tu ouvrais le CD, tu avais toutes les paroles dedans, écrites de tous les morceaux. Et donc, la particularité de ce design, oui, c'est que lorsque le MC rappe, tu peux suivre le flow avec le livret qu'il a fourni dans son CD, enfin dans la pochette CD. Et donc, il rappait, hein, tout ça, un break de batterie coule sur la FM qui se met là, mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana, etc. Ça, c'est Solar, MC Solar, les premiers textes. Donc bon, on a kiffé, on a accroché, on a un peu répété, fait ce que les anciens ont fait. Voilà, c'est venu petit à petit tout seul comme ça. Cela dit, on ne rappait pas comme on rappe aujourd'hui encore. Hein, c'était vraiment des balbutiements, comme tu peux le savoir. Mais comme c'était aussi l'époque de Yo MTV Rap, donc on avait la chance d'être câblé sur MTV avec les décodeurs qu'on avait. Donc il y avait certaines émissions rap qui passaient. Et on les absorbait aussi, ces émissions-là. Donc j'ai une culture très hybride à la base. Donc il y avait beaucoup de textes avec MC Solar, notamment au niveau du rap français, mais aussi beaucoup de techniques avec le rap américain dont on ne comprenait pas forcément toutes les paroles. Mais les phases techniques, voilà, ça, que ce soit en chinois, en allemand, en américain, en anglais, voilà, ou en fond, les phases techniques, elles restent les mêmes dans le rap. Elles te touchent, quelle que soit la langue. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est forgé un peu, quoi. Waouh. Donc, je dirais c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Toujours. Et en partie, MC Solar t'a quand même influencé dans, disons, à tes débuts. Oui, indéniablement. D'ailleurs, hein, enfin, c'est le côté où tu écris finalement comme si tu rédigeais de la prose. Hein. Voilà, donc un texte sensé, comme si tu écrivais une lettre ou je sais pas, une rédaction avec des phrases qui contiennent des sujets, des verbes, des compléments, hein, voilà, bien agencés. Oui. Et d'ailleurs, de toute façon, quand tu écoutais quand même MC Solar, il y a des mots que tu comprenais pas et ça te poussait à aller chercher ces mots-là, soit à ouvrir le dictionnaire, ou vu que mon père était un dictionnaire vivant, je lui demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, les mots, enfin là, le mot prérogative, quand je l'ai entendu la première fois que j'ai entendu le mot prérogative, oui. C'était MC Solar dans Caroline. Hein, cet amour n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, débile, jalousie radioactive. Donc, il dit Tchernobyl et débile, jalousie radioactive. Alors qu'il faut savoir que Tchernobyl, c'était une catastrophe radioactive de l'époque. Donc, c'est vraiment très, très instruit. Et Solar, c'est du poussé. Ok. Et en parlant de ton père, justement, et de tes parents, tu es issu de deux cultures différentes, d'accord ? Affirmatif. Ton père était congolais ? Du Congo, ouais. Brazzaville ? Oui. Ok. Et ta mère béninoise ? C'est ça. Ok. J'ai une question. Quelle culture t'a le plus, disons, influencé ? Bon, voilà, moi j'ai une culture hybride. Hein, donc, mais mes premières années de vie, voilà, tout bébé, là... je suis arrivé en France, j'avais pas 2 ans, donc on va dire que les premières parties de ma vie, elles se sont un peu occidentalisées. Par contre, en début d'adolescence, vers les 11-12 ans, je suis reparti vivre dans le pays de mon père, au Congo. Et là, oui, j'ai été bercé par, tu sais, toute la culture artistique qui existe là-bas. Enfin, déjà en Afrique, je ne te fais pas le dessin
de la richesse culturelle qui existe. Mais bon, le Congo, c'est très bien connu pour tout ce qui est rumba, ndo. Rumba, bien sûr, la musique. Voilà, donc j'étais dedans déjà depuis très très longtemps. Ok. Voilà. Mais je veux dire, mon père, surtout, mon père, c'était un grand mélomane. C'était un grand mélomane, donc ouais. J'écoutais tout ce qui sortait de nouveau, surtout en termes de chanteurs anglais, enfin anglophones, hein, américains. C'est Dire Straits, Stevie Wonder. Stevie Wonder, bien sûr. Hein? Ouais, voilà. Enfin, Michael Jackson, forcément, Prince, ok. Scorpion, enfin des groupes assez mythiques de rock, pop, qu'il écoutait souvent, et donc j'étais bercé à ça. Et ça m'a donné une certaine culture de ce monde musical-là. Par exemple, aujourd'hui encore, lorsque je suis en Belgique, à Bruxelles, au travail, dans mon bureau, et que j'allume parfois la radio quand je travaille, il y a une radio qu'on appelle Classique 21 qui passe souvent et qui passe beaucoup de morceaux qui datent d'avant les années 90, quoi. Donc, la majorité de ces morceaux qui passent sur cette radio-là me rappellent mon enfance, en fait, parce que je les écoutais et que mon père me les faisait écouter déjà à l'époque. Je dis, oui, mais tiens, je connais ce morceau-là. Alors, aujourd'hui, on a Shazam. Je Shazam le morceau. J'ai le titre du morceau que j'écoutais et dont je ne connaissais pas le titre. Donc, c'est assez génial de voir que ta culture est perdue dans plusieurs endroits et que comme ça, de temps en temps, il y a des piqûres de rappel. Donc, plusieurs cultures, mais essentiellement culture congolaise et aussi culture béninoise, parce que j'ai écouté énormément de sonorités ici et j'adore la culture de mon pays, hein, le tchenk. Alors, par exemple, mais il y a un morceau que j'ai fait dans l'album Mavula State qui s'appelle Kunibaka, c'est en Lari, ça veut dire là où j'habite, mais le rythme, j'ai recomposé un peu du tchenk comme ça, façon et voilà. Mais j'ai mis du hip-hop, une batterie rap, enfin. Et ça a fait quelque chose. J'aime bien. C'est pour ça que j'ai parlé de scientifique recherche. Parce que voilà, je fais de la musique comme ça, j'essaie de mettre des sonorités ensemble. Et voilà, la sonorité est porteuse de la culture d'un peuple, d'un pays, et donc moi je m'amuse à mettre les choses ensemble et ça donne quelque chose parfois que j'aime bien. Les rythmes sont universels de toute façon. Exactement. C'est quand même inspirant, je dirais même édifiant que tu as pu misser tradition et modernité. C'est rare de nos jours. Oui, oui, en tout cas moi la tradition j'y suis accroché, hein. Bon, bien que j'en parle pas très souvent. Très souvent, bien sûr. J'ai des limites. Du côté de ma partie béninoise, je suis limité, on va dire, par la langue. Je parle que peut-être à 10 ou 15% fond. Tu vois, je voulais même te poser la question, est-ce que tu comprends le fond? À 10 ou 15%. C'est ce que je te dis. Donc vraiment, tu vas parler, je vais un peu comprendre, mais je suis incapable de te répondre. Lingala, je comprends parfaitement, mais je suis incapable de tenir une discussion avec toi. Je comprends, mais je peux pas parler. Par contre, le Lari, oui. Le Lari, là, je comprends et je parle. Là, il n'y a pas de souci. Comme le français. Le français et tout. Ok. Tu te définis comme un explorateur, d'accord, scientifique et tout. Moi, je dirais également que tu es un architecte culturel parce que, voilà, de tes débuts jusqu'à présent, tu as construit assez de choses, d'accord? Donc, en fait, j'ai une question. Qu'est-ce que tu as construit jusqu'à présent? C'est-à-dire du début de ta carrière et de ta carrière du moins jusqu'à nos jours. Bon, en tout cas, construit, c'est difficile, surtout lorsque il s'agit de choses pas visibles à l'œil nu. Donc, on parle de construction, moi je dirais de participation à l'édifice. À l'édifice, voilà, de hip-hop. Du hip-hop. Bon, voilà. En tant que MC, voilà, on sort des albums. En tant que leader d'un label, on initie des projets. Et donc, pour ça, il n'y a rien de mieux que notre page sur la plateforme Bandcamp qui témoigne de cela. En tout cas, de tout ce qu'on a pu enregistrer depuis 2003 jusqu'à maintenant. 2003 ? Oui. Donc, tous les sons sont disponibles sur Bandcamp et toutes les collaborations avec le label Reflex. Donc, je rappelle que le label Reflex, c'est un label que j'ai fondé en 2004, comme ça.
2004. Voilà. Et qu'il n'a pas tout le temps eu cette forme-là. Hein, donc, il y a eu des moments, au tout début, avec par exemple Kemptan. Et Revo, qui était dans Reflex, Cosmas aussi, à un moment donné, était dans Reflex. Oui. Et puis, ça a évolué. Il y a eu Harris, qui est maintenant aux États-Unis, qui était dans Reflex. Voilà. À un moment donné, il y a eu certains membres aussi, je crois, de la génération 8-9, comme Nicotine et tout ça. Nicotine, oui. Et donc, bon, voilà, le label, ça, c'est une pierre à l'édifice que tu apportes en disant, venez, on va faire un collectif et on va œuvrer pour donner de la force à la génération hip-hop en question, de laquelle on faisait partie. Donc, il y a ça, et puis les organisations, éventuellement, de spectacles, des festivals, n'est-ce pas? Des festivals, oui. Et des concerts, des formations aussi qu'on donne, des ateliers d'écriture. Et là, plus récemment, on vient d'inaugurer, aujourd'hui on est jeudi, donc dans 2 jours, le 17 mai, samedi, on va inaugurer la convention du Mic. Ça aussi, c'est une participation. Donc c'est un concours qui est ouvert pour tester un peu le challenger les MC et leur donner une récompense à la fin pour qu'on reconduise, qu'on ramène un peu cette vibe qu'il y avait à l'époque, un peu des duels cruels. Donc on a ramené un peu ça. J'avais participé à ce qu'on appelle le Rap Contest, c'est le plus grand concours de rap en Belgique francophone. J'étais finaliste. C'était vraiment très bien. Pour moi, c'était une des meilleures scènes de rap que j'ai faites. Hein. Pourquoi? Pas parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai fait des scènes où il y avait beaucoup plus de monde. Mais c'est parce que l'esprit rap était là. L'esprit rap. Voilà. C'est-à-dire l'esprit rap était là. Il y avait des rappeurs qui savaient ce que c'était que le rap. L'énergie que ça représentait, la culture hip-hop. Était véritablement bien représentée, d'autant plus que c'était de très très bons rappeurs qui venaient du Canada, de France, enfin un peu partout. Voilà, et moi pour l'occasion, je me suis dit bon, ça ne va pas arriver très souvent, mais voilà, comme on est là maintenant, qu'on est arrivé à la finale, au début, ils étaient quoi? On était 160 ou je sais pas combien, on s'est retrouvé que 5 à la finale. Et donc parmi les 5 là, vu que mon terrain était dedans... Je pense que tu as fini dans les 3 premiers. Oui, bien entendu. Je me rappelle. Donc il y a... Enfin, tous les 5 étaient les meilleurs. On avait déjà partagé les prix. Il n'y avait pas de premier ni de deuxième. Ça, c'était les 5 premiers, en fait. Maintenant, on devait compétir en quelque sorte pour savoir qui allait prendre 2000 € par-ci ou à qui allait être représenté sur tel festival par-là. Donc, moi, j'ai été reconduit pour le Festival des expressions urbaines devant la dalle du Palais du Parlement européen. Ça, c'était en 2013. J'avais même invité BMG Harry. Donc, on a participé. Et pour l'occasion, j'avais porté un blouson avec l'écusson du Bénin. Du Bénin, très bien, je me rappelle. Oui, mais c'est quoi ce drapeau? Je disais, mais c'est le drapeau de mon pays. Ah, tu n'es pas belge? Je dis, non, je viens du Bénin. Ah, mais tu es venu expressément pour... Non, j'habite ici. C'est le Bénin. C'est le Bénin. C'est ça, quoi. Non, mais franchement, toutes ces initiatives sont à saluer parce que je me rappelle même aussi d'un concert que tu avais organisé à Calavi. Exact. Calavi sous les flots, tu te rappelles? C'est ça. En 2016, non, mais 2015, ça c'était la 2e édition. Voilà. Et la première édition était en 2009. Donc la première édition était en 2009. Et c'est là que ça allait normalement commencer, prendre son élan. Son élan, oui. Donc, on a fait la première édition en 2009 qui avait bien fonctionné. On avait invité tout le gratin de l'époque. Je crois que Blaze était là, Zénab, Tiaf, il n'avait pas encore percé, mais il était venu à l'époque. Donc c'était vraiment très bien. Et en 2010, j'ai quitté le pays, donc il n'y a plus de 2e édition. Oui, en 2010. Voilà. Et c'est pour ça que la 2e édition s'est faite 5 ans après, en 2015. Mais bon, c'était bien tard. Ça s'est fait, mais c'était pas aussi une réussite que la première, quoi. Ok. Et pourquoi pourquoi le projet n'a pas su, pourquoi il n'y a pas eu, en fait, d'autres... Pérennisation? Oui, voilà, d'autres éditions, en fait. Tout simplement parce que j'étais plus sur place. Ok. Et que c'est très difficile de gérer les choses à distance. À distance. Ouais. Ok. C'est vraiment... Mais il y avait quand même une équipe sur place, non? C'est-à-dire le réflexe et tout. Oui, mais voilà, il faut comprendre que le réflexe, justement, à partir de 2010, c'est-à-dire quand moi je suis parti,
Eh ben, les 2 années qui ont suivi jusqu'en 2013, 14, comme ça, le réflexe, la majorité de ses membres est partie en Europe Oh, ou au Canada ou quelque chose comme ça. Voilà, donc, là, c'est compliqué. voilà. Et donc, on était très peu nombreux. Ici, là, on n'est plus que 3, Oui. 4 quand j'arrive. Sinon, il y a AYS, Rest in Peace et Hypnose qui restent ici. sont Mais restés. comme tu le sais bien, Oui, ils sont très, très occupés, notamment AYS avec le travail. Donc, c'est difficilement Difficile compatible quand même. en termes Oui. d'horaire matériel. oui, Et puis moi, comme je suis loin, comme je t'ai dit, voilà, c'est assez compliqué de gérer à distance, surtout l'organisation de festivals où tu dois être sur place pour éventuellement coacher les équipes, savoir qui aller voir, voilà. Donc on s'est dit, bon, vu la nouvelle configuration, oui, il faut penser autrement. autrement. Voilà. La météo change, ben, on change notre manière de nous habiller, on change nos cultures, on s'adapte. Donc vu que maintenant j'ai plus qu'un pied en Europe parce que j'habite là-bas, je travaille là-bas, la famille, etc., etc. Oui, Pour le temps que je viens, parce que j'aime le pays et j'aime travailler en dehors des ressources humaines, Des ressources mais humaines. dans le hip-hop et tout ça, oui, bah, il faut réfléchir autrement. Donc, il faut faire les choses autrement et on essaie de les faire autrement. Comme par Autrement. exemple, au lieu de refaire Calavi sous les flots, oui, ben, on a fait la convention du Mike. exactement. Voilà, donc c'est ça. Et c'est vraiment à féliciter. Merci. En parlant de tes projets, d'accord, tu parlais tantôt du réflexe et également de tes projets personnels. Mhm. Qu'ici, aujourd'hui, c'est combien d'albums? Personnellement, 4. Et 4 albums. un 5e en cours. En cours? Ouais, ouais. Ok. Et ça sort quand? Bon, on va voir normalement, vu que le titre, c'est Quintessence. Quintessence. Ouais. Et pourquoi ce choix? Bon, me connaissant, normalement, faut creuser. Mais bon, voilà, quintessence, c'est l'essence de l'essence même de la chose. Hein. Donc, pour aller dans la quintessence, comme on dit, faut, dans les initiés disent, faut purifier 5 fois. D'où quintessence. Hein. Donc, Ok. voilà. Et donc, c'est un album sur lequel j'allais jouer un peu avec le chiffre 5. 5. Peut-être qu'il y aurait 15 titres, qui est un multiple de 5. Peut-être que ça va sortir en 2025, qui est un multiple aussi de 5. Alors, peut-être que ça allait sortir en mai, mais en mai, c'est 5. Il y a quand même la production du Mike. Est-ce que ça sera en octobre ou je ne sais pas, mais il y aura un lien avec le chiffre 5 parce que j'aime bien la numérologie, quoi. La numérologie. Non, mais déjà, je te remercie pour l'exclusivité. Ouais. Donc, déjà, voilà, tes soldats ont quand même idée que bientôt un album sortira. Oui, ils sont un peu au courant, mais même eux-mêmes, ils savent jamais. Ils disent, bon, Casey a dit un album, on ne sait pas. Est-ce que c'est dans 2 ans ou est-ce que c'est dans 2 semaines? Ils savent pas. C'est quand je décide. Et puis, comme je dis, hein, Oui, à ce niveau-là, vu que, bon, moi, le rapport que j'ai avec le rap, c'est quelque chose quand même de très, très personnel. Je ne me situe pas, en tout cas, au niveau de ceux qui doivent obligatoirement et essentiellement alimenter une carrière pour survivre. Voilà. Donc, c'est fort, hein? oui, ça, mais c'est très vrai. Malheureusement aussi en écho avec les réalités structurelles du pays, c'est-à-dire du Bénin, Oui. qui font que les artistes, ils travaillent, on aura beau travailler dur, mais le système qu'il y a derrière de monétisation et de récupération des droits d'auteur, de déclaration, oui. de tout cet argent-là, ce système est bancal. Ça fonctionne pas bien, donc les artistes ne tirent pas leur épingle du jeu. Conséquence, on a l'impression que c'est toujours comme un jeu ici, le milieu de l'art et de la culture. On peut travailler sérieusement, mais derrière, quand on va vérifier les comptes, je ne sais pas si le Bubedra verse 100 000 francs par mois à un artiste. Un ici, artiste. Hein. Je ne pense pas. Waouh. Mais je pense quand même qu'il y a des efforts louables à saluer. Aujourd'hui, il y a l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture quand même, qui s'échine à organiser des formations et des conférences à l'endroit des artistes et des acteurs culturels, histoire quand même de pouvoir améliorer l'écosystème. Et je pense que c'est en travaillant, d'accord, en s'organisant qu'on pourra quand même en effet. Voilà, atteindre. C'est ça, il faut des organismes comme ça pour pouvoir pousser la chose véritablement. Véritablement. Professionnaliser les choses. Hein. Oui. Ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent au Bénin, ça, c'est indéniable. Tu le confirmes? Mais oui, il y a vraiment beaucoup de talent, vu la taille du pays. Oui. Mais comparé, on peut dire que par tête d'habitant, je ne sais pas si le Bénin, c'est un des pays d'Afrique de l'Ouest où tu as le plus de talent par tête d'habitant. Waouh. Si tu prends 10 000 habitants, oui.
tu risques d'avoir peut-être 10 ou 30 talents. C'est énorme. Mais c'est tellement passionnant, en fait, d'entendre ça C'est énorme. d'une légende, je dirais, comme toi. Bon, Oui. légende pour un petit pays égale petite légende. Moi, ça, j'accepte. Voilà, j'accepte. Localement, Oui. vu qu'on a écrit certaines pages de cet art qu'est le hip-hop, etc., voilà, on va accepter ce titre de petite légende. Sinon, j'ai honte quand j'entends ce... Non, pour moi, tu es une légende. Oui, Une légende mais vivante. voilà. Alors, qu'est-ce qu'une légende? Voilà. Dans d'autres pays, quand tu Oui. dis voilà une légende, Oui. il y a quelque chose de légendaire qui peut être derrière aussi. Chez nous, rien. Et c'est ça. Donc, on peut accepter, disons que voilà, parce qu'on a écrit certaines pages de la chose, mais ça suffit pas. Il faut que le livre soit visible de l'extérieur pour qu'on parle de légende. Il faut que quand on dise le hip-hop béninois ou le hip-hop au Bénin, pour parler de manière plus juste, Oui. le hip-hop au Bénin ne doit pas s'arrêter que par ceux qui sont au Bénin et ceux qui sont là de manière interne. Tu vas ici à côté à Lomé ou même en Côte d'Ivoire, tu demandes à beaucoup de gens quels sont les artistes de rap au Bénin. Je ne sais pas s'ils vont t'en citer 10. Hein. N'est-ce pas? Bah voilà. Or, c'est pas normal. Moi, je dis que ça viendra. C'était déjà le cas. Hier, j'ai eu une discussion avec Melky de RDS qui m'a rappelé bel et bien que mon frère, il y avait encore 20 ans, 15-20 ans, allez, plus 20 ans que 15 ans. Nous, on allait en Côte d'Ivoire. C'était Almighty, oui. qui étaient les boss du rap là-bas. Oui. Et c'est tout. Donc, RDS débarquait là-bas, représentait le rap reconnu dans la sous-région, et c'était comme ça. Donc, il y avait des têtes d'affiche qui étaient reconnues en tant que telles. Les H2O étaient là, ils étaient reconnus dans la sous-région. Enfin, tout ce qui était là allait quand même au-delà et était reconnu. On avait aussi des échos de la même manière de ces artistes qui étaient dans leur pays et qui nous touchaient aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est plus véritablement le cas. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Depuis que le rap s'est un peu tu, à un moment donné, il s'est tu en Côte d'Ivoire. Oui. Hop, le coupé-décalé a pris la place. Après, oui. Ça a pris. C'est maintenant que le rap reprend ses lettres de noblesse. Exactement. Parce qu'il s'est professionnalisé. Voilà. Assez, hein? Oui, ça il y a c'est tellement bien. de structures, Donc les médias. on espère que ça arrive également ici, qu'il y ait des structures qui fassent le relais et qui prennent les bonnes initiatives. Les bonnes initiatives, tout. Et là, l'art et la culture vont évoluer ensemble. C'est indissociable. Oui. Bon, écoute, moi, je disais que tu es une légende. Pourquoi? Parce que je le prends sur deux as, d'accord? Le premier as, c'est déjà ceux que tu as inspirés quand même à faire du rap, à faire du hip-hop. Ils sont plus d'un. Déjà, à compter les membres de ton label, le Reflex, d'accord? Et les autres. Et le deuxième as, je vais le citer au cours du podcast. D'accord? Parfait. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un titre dont tu es assez fier? Non, pas spécifiquement. Aucun titre, aucun album. Des projets au moment où on les réalise. Hein. Oui. Pendant qu'on réalise le projet et qu'on met la force dedans pour dire je vais faire quelque chose, c'est au moment où tu es en train de le faire que tu dis voilà, c'est ça. Et quand c'est terminé, il est terminé, tu es fier. Les gens, ils doivent juger à ce moment-là et ils jugent. Bon, je suis fier de participer à des projets qui font sens, ça c'est sûr. Je n'écoute pas souvent mes propres titres, ironie du sort, donc je les écris et je les oublie. Donc, c'est comme ça qu'il m'arrive parfois d'arriver sur scène et je fais un morceau que tout le monde aime bien, mais que je suis le seul à pas connaître les paroles correctement parce que c'est pas un morceau c'est pas que c'est pas intéressant pour moi, mais voilà, je dois avancer, quoi. Pour moi, chaque morceau, c'est comme des pas. Et donc, j'ai fait les pas. Je vais pas tout le temps regarder mes pas. Non, je continue d'avancer. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, bon, je suis un peu ce genre d'artiste un peu cru et un peu bizarre sur l'appréciation de ses propres œuvres, mais je crois que je ne suis pas seul dans ce genre de cas de figure psychologique-là. Mais voilà, j'adore la musique en général. Quand c'est bien composé, ça me touche. Et quand c'est pas du tout, ça sonne pas clair à mon oreille, je n'écoute même pas 15 secondes. Disons que tu cherches toujours à te surpasser, en fait. Toujours, ouais.
Toujours le meilleur accord, toujours la meilleure punchline, toujours. Ouais, c'est important. Les meilleures rimes. Les meilleures rimes, voilà. C'est comme au départ, tu dis, j'ai appris la rime. D'abord, rime plate. Ça termine avec juste des mots, terminaison de mots avec la même syllabe à la fin. Et puis tu te rends compte, mais tiens, il y a des syllabes, donc je peux pousser le vice à faire des rimes croisées et multisyllabiques. Waouh. Et donc, on fait des rimes multisyllabiques de 2 syllabes, puis 3 syllabes. 3 syllabes. Et puis, moi, j'ai poussé le vice très, très loin. Moi, je compose des vers, attention les oreilles, NDK syllabes et qui riment complètement. Et donc, NDK syllabes, ça veut dire 11 syllabes dans un vers. C'est impair et c'est très difficile à manipuler en 11 syllabes dans un vers. Oui. C'est ça les exemples? Métanoïa, oui. Métanoïa, par exemple, c'est... Ah, ok. Métanoïa, la composition du texte de Métanoïa, ce sont des vers indécasyllabes. Ok. La magie des vers indécasyllabes, en tout cas, ce que j'ai fait dans Métanoïa, c'est que je l'ai fait rimer à plusieurs entrées. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est très, très technique. Okay. À plusieurs entrées du vers. Donc, c'est comme s'il y avait des portes dans la version. J'ai réécouté alors. Voilà. Oui. Et donc, tu as plusieurs entrées dans chaque vers. Et pour chaque entrée, va correspondre une rime. Voilà. Donc, par exemple, quand je dis « le mal rend le mal ennemi de lui-même ». Voilà, donc tu as le mal, rend le mal ennemi de lui-même. Les guns crachent des balles, illuminant le ciel. Donc, tu as l'impression que toute la phrase rime avec l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'un mot. Ouais. Et je pars comme ça, l'entendant. Donc, le mal rend le mal ennemi de lui-même. Les guns crachent des balles, illuminant le ciel. Mental de métal sans limite, on le sait. Shaitan veut mon âme dans le Christ, je sais. Là, tous les mots qui riment en correspondance les uns avec les autres en indécasyllabes. Ça, c'est une prouesse technique que j'avais voulu pousser. Comme ça, celui que je me suis dit, si jamais il y a un chercheur comme moi qui va s'amuser à essayer de décortiquer la technique qu'il y a derrière ces textes, bonne chance à lui, il va. Et tu as tellement cette facilité à le faire. Non, mais franchement, c'est impressionnant. Et en parlant même d'un de tes titres, en fait, que moi, j'adore, c'est Ma vie. Ma vie me parle. En fait, je te raconte une petite anecdote. Il m'arrive même parfois de taper sur YouTube. Disons, je suis là, en fait, et je travaille, et je tape « Qu'est-ce ma vie ?» Et je mets mes épaules ou mon casque, et je kiffe à fond. Ouais. Chaque parole. En fait, ça me parle en vrai. C'est ça. C'est un morceau que j'ai composé, figure-toi, en une traite. Donc, une nuit, d'ailleurs. En une nuit? Oui. C'est une nuit où j'étais en studio chez Big Sono, je me rappelle bien. Big Sono, c'était au Bénin, ici? Oui. Big Sono au Bénin, là, à Wologede. À Wologede, ok. Ouais, c'est là. Et donc, on était en train de travailler avec Daes. Cette soirée-là... Daes, c'est Madjata. Ok. Déjà à l'époque, lui aussi, c'est un grand ami à moi. Ok. J'avais posé, cette nuit-là, 9 morceaux. Et dont... 9 morceaux en une nuit? Ouais. C'était une nuit blanche. Et dont... 9 morceaux en une nuit? J'avais posé 9 morceaux. Et Daes, il était même... Oui, on retiendra ça. Et on avait retenu... Cette nuit-là, j'avais posé 9 morceaux, dont Ma vie, qui avait été écrit sur place, composé, l'instru composé sur place la même nuit. Par qui? Par moi. Donc de base? C'était rien. Il y avait papier blanc, pas d'instru, rien. Donc il y avait déjà 8 morceaux qui étaient sur le point d'être posés. Et le 9e morceau, là, c'est Ma vie, que j'ai écrit d'une traite. Comme je t'ai dit, je suis parti, je suis d'ordinaire un chien comme le terre de mon âge jusqu'à la fin, là, en une traite. J'ai pris le Making Waves, on a ouvert là, j'écoutais des sons, il y avait le sample extra musique. Exactement, oui. Ok, ça me plaît, je prends le sample, tac. Voilà, on met tout ensemble, je mets les violons, des machins, une basse et tout, on met les cuts et bon, c'est parti. Ma vie, synonyme de haut et de bas. Succession de haut et de bas, je tombe, voilà, me relève et retombe et me débat. Mais en fait, c'est ça la vie. On se relève, bébé. C'est ça. C'est-à-dire, même quand tu vas voir celui qui est dans le coma, pendant ses derniers instants de vie, tu regardes l'électrocardiogramme, c'est là que tu vas te rendre compte que c'est des hauts et des bas. Quand ça va devenir plat, c'est qu'il n'y a plus de vie, tu es mort. N'est-ce pas? Ouais. Il y a même une partie qui me parle où tu dis que tu considères la vie comme, excuse-moi du mot, comme une petite quoi. Oui. Donc tu la violes ou... Et lui fait un gosse dans le dos. Ouais, c'est une manière de parler, oui. C'est une métaphore, je dirais. C'est une métaphore. C'est que tu penses que la vie ne te fait cadeau que à toi.
comme une femme qui t'aime et qui te serait fidèle que à toi, voilà, qui t'appartient, voilà, et donc tu te sens maître de ta vie jusqu'à ce que elle te fasse des coups de pute. N'est-ce pas? Et que tu te rendes compte qu'en fait, non, tu ne maîtrises absolument pas certains aspects de la vie qui t'échappent même. Qui t'échappent. Voilà, oui. Et c'est là que j'ai dit, ouais, non, j'ai compris que la vie était une pute. Et quand je l'ai compris, à ce moment-là, je ne me conforme plus à certaines choses. Je l'ai fait à ma manière. À ta manière. Un gosse dans le dos de cette pute parce qu'elle va jamais reconnaître ce que je lui apporte. Donc, c'est moi qui dois aller chercher ce qu'il y a dans la vie parce que la vie ne va jamais t'apporter ça sur un plateau. Jamais, jamais. Ah non. Jamais, il faut se battre. Mais bien sûr, il n'y a aucun manger n'arrive avec ses pieds, le manger arrive avec ses pieds jusqu'à celui qui a faim. C'est pas possible. Jamais, jamais. C'est celui qui a faim qui doit partir chercher. Alors pour toi, le hip-hop doit-il être toujours engagé pour être authentique? À l'époque, peut-être que ça devait être ça, mais je pense plus maintenant. Pourquoi? Ça devrait. Oui. Mais il faut accepter que les sociétés changent aussi. Il y a 30 ans, on avait d'autres problèmes. On utilisait le hip-hop. Enfin, il faut rappeler qu'il est né aux États-Unis au milieu des années 70, justement parce qu'il y avait un message derrière, la ségrégation raciale. Alors, le hip-hop a été récupéré par les blacks, en quelque sorte, un peu, pour pouvoir défendre leurs droits. Oui. Donc, il y avait quelque chose de revendicatif toujours derrière ça. Okay. À la base, c'était ça. Puis, il y a eu la récupération par les médias, les MTV, les tout machins, qui en ont fait tout un système, un écosystème, exactement, comme tu dis. Et là, ça a perdu un peu de cette valeur intrinsèque, là, tu vois, ce côté revendicatif. Enfin, avant, des rappeurs avec des mèches roses, on voyait pas ça. Mais oui. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu vas, voilà, c'est un rappeur, ça. Oui. C'est des mèches roses, vertes, jaunes, etc. Mais c'est marrant. Voilà, mais c'est ça le rap aujourd'hui. Donc, si limite, toi, tu vas aujourd'hui comme Immoral Technique ou, je sais pas, Assassin de Rockin' Squat, le rappeur français là qui revendique tout le temps, mais on va dire, mais vous êtes vieux jeu, vous êtes obsolète. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, bon, les rappeurs portent ils portent plus des baggies, c'est des jeans slim. Des jeans slim et tout. Voilà. C'est quand même marrant. Ils ressemblent plus à des poupées Barbie des rappeurs. Est-ce que c'est pas le côté marketing dont tu parlais? Peut-être. Infliger, par exemple. Peut-être. Mais même si c'est le côté marketing, à ce moment-là, on doit pouvoir accepter que la mèche rose enlève la crédibilité du message revendicatif que tu veux passer. Tu peux pas dire, yeah, I'm a real nigga. Non, ça passe pas, c'est incompatible. C'est ça que je veux dire. Là, j'ai une image, mais je préfère me taire. Voilà, donc c'est ça. Et donc, oui, ça devrait, normalement, garder un peu les lettres de revendication, tu sais, la noblesse du rap, etc., etc. Mais bon, ça, c'était avant le côté mainstream de la chose. Ouais. Le mainstream s'en est emparé et c'est devenu un art du divertissement comme tout n'importe quel autre art. Ouais. Et pour respecter les règles du divertissement, il faut faire des chiffres, il faut faire de l'audimat, de l'audience. Ouais. Et ça, les gens, ils sont fatigués. Quand tu rentres du travail, ouais. Tu veux pas aller casser ta tête, quelqu'un qui se plaint, oui, le monde va mal, tout ça. Non, très rarement, tu rentres, tu as envie d'oublier un peu, alors tu écoutes peut-être des textes légers. Je les comprends aussi. C'est pour ça que peut-être la médiocrité est subventionnée aujourd'hui. Exactement, parce que ça passe beaucoup plus simplement. Avis donc au rappeur. Tu peux mettre un réel et mettre des mèches roses. Ouais, non, c'est compliqué. Pas ça. C'est compliqué. Là. Et je refuse ça. Non. Non, mais super. Ouais. Alors, parlant de ta créativité et du process, est-ce que tu écris parfois des textes que tu sais que voilà, ça ne sortira jamais? Oui, bien sûr. Mm-hmm. La plus grande majorité de mes textes ne sortent pas. Ce qui sort, c'est peut-être 10%. 10%? Oui, qui finit par sortir sous forme d'album ou des textes posés en studio. Sinon, la grande majorité, ça ne sort pas. Ça sort pas. Wow. C'est des textes qui sont là dans des cahiers de 288 pages qui traînent là. Pas qui traînent, mais qui sont là, qui végètent, qui sommeillent. Bon, il faut aussi dire que depuis environ 15 ans, j'ai eu une interruption de carrière. Donc, je ne vais plus en studio comme avant. Je ne fais plus les scènes comme avant non plus.
Sinon, je crois que j'aurai encore peut-être 5 albums en plus à mon actif. 5 albums. Minimum. Wow. Puisque j'en faisais un tous les 2 ans. Donc, disons, tous les 18 mois, je sors un album. Tu fais le compte, ça va vite. En 10 ans, j'ai 5 albums. En 20 ans, j'en ai 10. 10. Voilà. Et en parlant même de ça, je t'ai vu une fois en studio et ce qui m'a impressionné, c'est que tu écris toujours dans un cahier, c'est-à-dire de base. Oui, ça, c'est des formations professionnelles, du gars old school. Mais bon, c'est comme ça que j'ai appris à gratter les rimes. Ok. Les téléphones sont arrivés après, les ordinateurs étaient là, mais voilà. Nous, quand on avait les ordinateurs, il n'y avait pas l'imprimante que tu ne vas pas t'amuser à aller écrire sur l'ordinateur, imprimer, te balader avec. Non. Donc, tu as ton cahier vierge, tu vas terminer les stylos et des ratures dans le cahier, c'était toujours bien. Donc, on se déplaçait toujours avec nos cahiers. Oui. Parce qu'aussi, on ne sait jamais. On peut te dire, oui, mais il faut quand même rapper. Donc, tu as déjà la base, tu peux prendre le bout d'un texte ici, puis le bout d'un texte là. Voilà, c'est toujours important pour un rappeur de ne jamais manquer de texte. La technologie, pour moi, c'est pas mauvais. Mais voilà, il y a quelque chose de sacré dans l'écriture manuscrite. Ouais, pour moi. Ok. Et as-tu une routine spéciale de création? Non, pas spécialement. Un peu fou avant d'écrire, quoi. Bon, ça dépend. J'écris quasi tout le temps. Dès que je peux m'ennuyer et puis écrire ou être traversé par une émotion, je peux être triste et puis j'écris, je peux être content, j'écris, je peux être énervé, j'écris. Ou encore plus spécifiquement pour faire de l'ego trip, ça c'est très très facile. Pour faire de l'ego trip, voilà, tu sors un cahier, tu fais quelques jeux de mots, tu dis tiens, ça c'est pas mal. Ou parfois tu penses juste, il y a eu un jeu de mots qui te vient à l'esprit et tu dis mais c'est quoi ce jeu de mots? Ah oui, ça peut rimer avec telle chose. Et en disant ça fait une punchline. Donc tu couches une punchline sur papier, puis ça peut attendre quelques jours, quelques semaines avant que tu complètes. Et après tu enchaînes. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y a déjà eu un son ou un bruit qui t'a, disons, un son ou un bruit bizarre qui t'a inspiré à composer un morceau? Des sons tout le temps. Ok. Mais les mélodies, voilà. Surtout, il y a des mélodies qui viennent d'autres sons, d'autres sonorités. Oui. Mais souvent, il y a ce truc-là où tu es quelque part ou peut-être chez toi. Oui. Et puis, on joue du son quelque part. Ok. C'est loin, et donc ce son-là est porté par le vent jusqu'à tes oreilles, là où tu es, et ça prend une autre mélodie. En fait, voilà, c'est la mélodie initiale, quand elle est portée par le vent pour arriver à tes oreilles, ça joue une autre mélodie. Okay. Et là, c'est comme si les esprits t'avaient apporté une mélodie, en fait. Et il y a beaucoup de mélodies qui sont arrivées comme ça, sur lesquelles je me suis basé, où j'entends comme une mélodie qui vient dans le vent comme ça. Je dis, ah oui, c'est ça. Je vais composer ça et puis ça donne une mélodie. Et il y a par exemple un son que j'avais fait dans Mavula State. Ok. On était allé à Fidjorsa avec des potes et tout. On était un peu high. Oui. Et il y avait, je crois, des Angbeto qui passaient ou Cluto, enfin bref. Des schémas comme ça qui passaient, et il y avait aussi une musicalité, donc ils jouaient des trucs, des espèces de tambours, des congas, enfin ils avaient des instruments avec eux, et justement ces instruments-là parvenaient à mes oreilles sous une forme de mélodie un peu mystique. Voilà. Et j'avais retenu ce que ça faisait comme mélodie à mes oreilles, que j'avais essayé de recomposer, que j'ai carrément recomposé dans Bidi Lubiani, j'ai slamé dessus. C'est un morceau qui est dans Mavula State. Ah, super. Ouais. Alors, est-ce que tu préfères rapper dans un studio high-tech ou sous un arbre à Cotonou? Ça dépend. Ça dépend du caractère de l'œuvre. Ok. Ouais. Donc, si l'œuvre, rapper sous un arbre, il n'y a rien de mieux, à condition que ça fasse partie d'une œuvre plus grande. Plus grande, ok, ouais. D'accord. Donc, on rappe sous un arbre à palabre, par exemple, avec des plus jeunes ou des initiés, parce qu'on fait passer un message. Et à ce moment-là, c'est participatif. Il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Il y aura des échanges, donc ça devient un rituel. Voilà.
Rapper sous un arbre, ça prendrait le côté rituel de la chose. Ouais, là, je serais dans mon kiff, tout ça. On prendrait de l'ayahuasca, on parlerait tout ce que tu veux. Ah, mais super. Mais dans un studio high-tech, oui, carrément, pour pouvoir enregistrer, là, pour le coup, professionnellement et sortir un morceau bien calibré, oui. Là, il faut un studio. Bien calibré, bien mixé, masterisé. Ouais, ok. Super. En parlant de scène et expérience, ouais. Quel a été le moment le plus surréaliste et que tu as déjà vécu sur scène? Bon, il y a plein de moments, mais c'est les premières fois sont toujours les meilleures. Hein, les premières fois? Ouais, la première fois même. La première fois? Voilà, est toujours la meilleure. C'était quand la première fois? C'était en 92. 92. Mm-hmm. Une trentaine d'années déjà. Hein. C'était où? 92, entre 92 et 94, à l'École nationale de l'administration et de magistrature de Brazzaville, l'ENAM. À l'ENAM de Brazzaville, donc il y avait le clan RAP qui avait organisé un concert de rap. Mm-hmm. Et beaucoup de groupes de l'époque étaient allés s'inscrire. Et nous, on était très, très jeunes. Hein, je crois, 93, hein, ouais, 92, 93, 14, 15 ans. Très jeune? Ouais, on était très, très, très jeunes. Donc, on était allé participer justement avec Obi Marf. Obi Marf, ah, ok. Mon pote. Mon pote. À l'ENAM, là, à la scène que le clan rap avait organisée. Donc, c'était notre première scène, en fait. C'était la première fois qu'on montait sur scène, qu'on prenait des micros avec des gens. Et ça s'était très, très bien passé. Très bien passé? Ouais. Ok. Et d'ailleurs, c'est lors de notre première scène que notre futur mentor, le docteur Mfuma Strong, nous a repérés de la même manière que moi, j'avais repéré les nicotines à Alada. Quand ils étaient montés sur scène, j'étais à Alada. À Alada? Oui. J'ai vu, mais c'est quoi là? C'est quoi ces MC à Alada qui déchirent? C'était même pas à Cotonou, hein? Non, c'était pas à Cotonou, c'était à Alada. J'étais à Alada. Mais c'est quoi ces MC à Alada qui déchirent? J'ai dit, mais c'est ça. Et quand ils ont terminé, je suis allé voir, mais je dis, mais franchement, vous avez trop déchiré la scène et tout. Mais ça vous dit pas, justement, de venir, qu'on bosse un peu ensemble? Je suis en train de faire un label, peut-être que ça peut aussi vous aider. Et donc, oui, Nicotine était partant, de la même manière que nous, on avait été partant quand Strong était venu nous voir. À la fin de la scène, il est venu nous voir, il dit, mais vous, je vous ai vu là, mais ça va quand même, hein, vous donnez pas mal. Alors j'ai un label, vous voulez pas venir dans mon label? Ça s'appelle la production afrocentrique. Et d'ailleurs, à l'époque, on s'appelait pas Easy Triggers, hein, on s'appelait Double MC, Possi. Ah ouais. Double MC. Double MC, Possi. Ouais, pour te dire l'inspiration qu'on avait. Oh non, mais super cool. Et en parlant toujours de scène, raconte-nous un moment où tout a failli partir en vrille, mais après, elle s'est transformée en magie. Alors là, je vais te parler de la scène du CTN All Star. CTN All Star? Ouais, CTN All Star. Cotonou, c'est à qui? Oui, ouais, je crois bien. Cotonou, c'est à qui? C'est à nous, c'est à qui? Vas-y, bouge-toi. CTN All Star. Ah ouais! Je me rappelle très bien de cette comment dire, au début, CTN All Star. Franchement, la belle époque. Exactement. Et donc, l'anecdote, c'est que pour le concert du CTN All Star au Hall des Arts, hein, où c'était plein à craquer, les gens étaient sur les murs comme ça. On n'avait jamais vu autant de monde au Hall des Arts, franchement. Et le concert devait avoir lieu, sauf que on était tous là présents, les KS, Amir, Polo Richard, on était tous là. Et puis il s'est mis à pleuvoir. À pleuvoir? Mais de dingue. Il s'est mis à pleuvoir dans les environs du Hall des Arts. Là. Oui. Mais à grosse. Uniquement dans les environs. Oui. Il s'est mis à pleuvoir dans les environs du Hall des Arts, là, dans le quartier. Là. Il s'est mis à pleuvoir et ça s'arrêtait pas. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On va faire le concert. Et les gens étaient motivés. Les gens sont restés. Hein. Ils sont restés. Sous la pluie? Sous la pluie, hein, malgré ça. Ils sont restés sous la pluie. Ils ont dit qu'ils ne vont pas rentrer. OK. Mais ça perdurait, quoi. Et donc, on s'est dit, mais comment on va faire? On ne peut pas quand même rapper sous la pluie et tout ça. Et bon, il y a KS. Oui, KS. Qui a contacté son alpha, là. Belle histoire. Voilà, KS avait contacté son alpha du nord, là. Il a appelé l'alpha au nord. Il dit, mais alpha, qu'est-ce qui se passe?
Ici, il pleut, c'est comment nous, on a un concert et tout. Et l'Alpha qui dit 2-3 mots au téléphone. On était là, hein. Il dit 2-3 mots au téléphone. Et là, il dit, bon, vous êtes tous là, non? On dit, ouais, on est là. Il dit, bon, tenez-vous la main. Donc, on s'est tous pris les mains comme ça, tous, hein, le CTN All Star, là. Je crois qu'il a fait des prières ou je sais pas quoi, là. En 15 minutes, même pas 15 minutes, la pluie s'est arrêtée net. Il faisait sec et on a allé chanter sans problème. Là, j'ai dit, chapeau. Non, mais qu'est-ce que Attends, tu nous racontes une histoire, mais incroyable. En 15 minutes. Oui, oui. En moins de 15 minutes, la pluie s'est arrêtée devant nos yeux comme ça. Là. J'ai dit, oh, les alphas, vraiment. Il n'y a pas un oméga quelque part. Non, mais franchement, c'était peut-être une coïncidence ou pas, mais peu importe. Ce jour-là, la pluie s'est arrêtée. Et donc, pour moi, c'est resté dans ma tête comme étant une anecdote que je ne vais jamais oublier. Jamais. Voilà. Donc, c'était quoi la vision derrière CTN All Star, les objectifs et tout? Voilà, donc comme je disais, je composais le Fallait pas test dans le studio de Golf Télévision parce que je travaillais là-bas. Et je me rappelle que, bon, c'était pas la première fois que j'avais vu Amir être ahuri par rapport à ce que je proposais, que ce soit du texte ou de la musique. Et je me rappelle, ce jour-là, il est rentré dans le studio de Golf Télévision et j'ai appuyé sur play comme ça. Et quand il a entendu, tu vois, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Je dis, si, c'est possible. Mais tu viens de faire. Je dis, ouais, je viens de le faire. C'est pour mon deuxième album, tu vois, c'est pour Armageddon. On me dit, ouais, mais non, c'est pas possible. Il va falloir qu'on fasse un truc là-dessus et tout. Je dis, ben oui, pourquoi pas? C'est comme ça qu'on a. D'ailleurs, le titre était Fallait pas test, donc on a pris le titre Fallait pas test et c'est comme ça qu'on a posé Fallait pas test et que ce feat-là, avec KS et Diamant Noir Casey, est devenu les prémices de la création de CTN All Star. Donc, j'ai eu l'idée avec Polo à cette époque. J'ai dit, donc, on va faire un label, en tout cas pas un label, mais un groupe, pour canaliser tout ça. Et donc, on a fait CTN All Star à ce moment-là. C'est ça. Qui, pour moi, était normalement, qui était parti pour être The Group of Benin, quoi. N'est-ce pas? Ben oui, c'était clair et net. Ok, super. Et dis-nous, tu préfères un public de 5000 personnes silencieuses ou 50 personnes engagées et qui crient partout? Je préfère un public qui comprend ce qu'il est venu voir, quel que soit le nombre. N'est-ce pas? Voilà. Alors, il peut être silencieux, mais bon, un public silencieux, que fait un public silencieux, j'ai envie de dire? C'est un public de morts vivants? Qu'est-ce qui se passe? Non. Bon, un public en soi, il faut qu'il soit en connexion. L'artiste doit être en connexion avec le public doit être en connexion avec l'artiste également. Donc, un public silencieux, ce n'est absolument pas le nec plus ultra pour un échange scénique. Scénique, oui. Un public engagé, ça le fait, même s'ils sont 10 ou 50. On a déjà fait ça ici, hein, des concerts où tu avais 0 personne quasi, et on se retrouve finalement entre nous, rappeurs, et on s'enjaille encore plus que comme s'il y avait 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ouais. Je pose cette question, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes artistes se plaignent, d'accord, que le public béninois ne soutient pas, n'est pas à fond dans les concerts, voilà, ils sont découragés parfois, en fait. Et que penses-tu de ces affirmations? Je pense que chacun a sa part de responsabilité. Ouais. Faut comprendre que le public n'est pas une entité consciente. C'est-à-dire, le public ne peut pas décider en tant que public, je vais soutenir cet artiste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. C'est qui le public? Est-ce qu'il y a un individu du public qui décide? Non. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de magique. Ok. Voilà. Par contre, ce quelque chose de magique-là, que porte le public, est déclenché par la sympathie que l'artiste génère auprès de ce dit public-là. Ok. Bien sûr. Si tu ne génères aucune sympathie, ça peut aussi être de l'antipathie. Hein, voilà. Même si c'est de l'antipathie, c'est une forme de sympathie négative. Donc, si tu génères de la sympathie ou de l'antipathie, on va parler de toi. Donc, il va y avoir un intérêt pour ce que tu fais, ou un désintérêt, peu importe, ou un mauvais intérêt. Mais pendant ce temps, c'est soit un buzz ou un bad buzz. Donc, c'est à toi de faire ce que tu veux faire avec ce buzz-là. Oui. C'est ça. Maintenant, le public
qui est acquis à un artiste, ça devient une fanbase. Aujourd'hui, on dit une fanbase. Donc voilà. Oui, une fanbase. Voilà. La fanbase, ça, c'est encore autre chose. Ça, ce sont des soldats qui te lâcheront pas. Ça, c'est essentiel pour un artiste. Mais le reste du public qui veut découvrir d'autres artistes, etc., c'est beaucoup plus compliqué de les soumettre entre griffes. C'est un public qui décide de la vibration qui est montrée, qui est exprimée à un certain moment donné. Et il accroche ou il accroche. Il accroche, ok. Ouais, c'est à double tranchant ce truc. Ok. Et en parlant toujours de jeunes artistes, que penses-tu de la nouvelle génération d'artistes rappeurs au Bénin? Bon, ça va, mais ils aiment trop la facilité. Ça va, mais c'est comme un peu partout. Donc, on aime la facilité parce que c'est facile de se faire connaître aujourd'hui. Et qui dit facile de se faire connaître, pas facile de se faire connaître, mais facile de poster quelque chose qui est vu, donc de se faire entendre. Et ça peut facilement prendre. C'est de la facilité. À l'époque, nous, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on maudit l'époque où il y a les réseaux sociaux. Non, c'est très bien. Mais vu que nous, à l'époque, il n'y avait pas ça, on devait faire les choses autrement. Donc, ces efforts qu'on faisait là pour faire connaître notre art, tu vas rapper, tu vas d'abord aller faire écouter à tes amis qui rappent, qui savent rapper. Parce que c'est les premiers qui sont en concurrence avec toi. Parce que eux aussi, ils vont sortir des morceaux que toi, tu encaisses. Quand ils viennent avec les nouveaux morceaux, tu dis, ah ouais, non, il a évolué. Là, je vais devoir faire plus fort encore dans mon futur morceau. Et nous, on le faisait avec les Herman, tout ça, là, quand on était encore à l'époque dans les Hardies. Hein. On sortait des morceaux et tu nous voyais venir l'un vers l'autre. Ah ouais, comment mon couplet, là, comment tu trouves mon couplet? Il est bon ou pas? Ah ouais, non, t'as trop déchiré, j'aurais pas voulu être derrière toi dans ce couplet. Ah ouais, tu les as tous déchirés. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ou quand ça n'allait pas, on dit, ouais, non, là, t'as baissé un peu, il faut que... Aujourd'hui, non. Chacun est dans sa bulle. Il va poster un truc. Et puis tu as une flopée de trolls qui viennent dire c'est toi le king, c'est toi le roi, c'est toi le dieu, le machin. Et c'est fini, il se prend pour ça et voilà, c'est fini, il a son monde. Voilà, tout le monde. Non, c'est plus ça. Donc ils peuvent être bons, ça c'est indéniable. Mais l'époque aujourd'hui, malheureusement, met trop l'accent sur la facilité. Sur la facilité. Ouais. Et est-ce que tu as personnellement des kiffs, des rappeurs aujourd'hui quand même dont tu apprécies le travail? Bon, sincèrement, je vais te parler franchement, je n'écoute pas. Waouh! Mais je t'ai dit que moi, mes propres textes, je n'écoute pas. Oui. Donc, je n'écoute pas le rap. J'écoute d'autres musiques. D'autres musiques, voilà, j'écoute d'autres musiques. Quand je suis chez moi, je mets d'autres musiques. La majorité du rap que j'écoute, c'est des instrus. Voilà. Quand j'écoute du rap, c'est souvent que ça sera une instru, quoi. Voilà. Maintenant, pour parler des jeunes frères ici, j'ai pas forcément écouté ce qu'ils font. Mais encore une fois, sur les réseaux sociaux, tu vois de qui on parle. Tu vois qui met tel extrait, de tous des machins. Voilà. Bon, il y a la convention du Mac. J'espère qu'on va les voir là-bas pour qu'ils viennent un peu démontrer ce qu'ils savent faire. Visiblement, ils sont très bons. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. Mais on ne doit pas s'arrêter, selon moi, à poster des trucs sur Internet. Faut aller faire des scènes. Faut dans son propre quartier, faut performer. Oui, c'est ça. Dans son propre quartier, fais une petite scène ouverte, crée quelque chose. Créer en fait, initie. Merci, c'est ça. Je me rappelle même d'une discussion que j'avais avec Folo Gozo, qui me disait, mais tu sais, Casey, c'est le genre d'artiste que je respecte. Et tu sais quoi, rapologiquement parlant, il est très fort. Si on doit performer nous deux, d'accord, sur 5 minutes. 5-10 minutes. Ah, mais écoute, je vais pas le rater. Je vais rivaliser. Mais après 10 minutes, je suis sûr, en fait, il m'aura. Mais je pourrais dire pareil. Non, mais c'est un soldat. C'est un soldat. Nous, on a mangé l'improvisation, la rimologie depuis tout petit. On est tombé même dedans. C'est la base chez nous. C'est-à-dire, moi, tu peux ouvrir un micro là et des instrus. Je vais rapper ad vitam, c'est-à-dire jusqu'à épuisement. Je vais rapper jusqu'à épuisement. Donc, le MC qui doit être en face doit avoir de la cardio, ça c'est sûr. Et tu peux, disons, improviser pendant 2 heures. Mais c'est ça qui arrive. C'est-à-dire, le mieux même, c'est d'aller directement en improvisation. Parce que les textes, c'est pas perpétuel. Tu as ça en stock, quoi. C'est comme le pétrole.
Ça y est, tu as ça en stock et à un moment, les stocks s'épuisent. Tu as plus de texte. Imaginons, tu rappes pendant 1 heure. Okay. Tu vas rapper tous tes couplets, des 16, des 32, tu vas les rapper. Mais à un moment donné, tu n'as plus. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, parce que tu n'as plus de texte, tu vas rester là, tu dis, je rappe plus parce que j'ai plus de texte. D'un flic MC. Voilà. On voit MC comme voilà. tu dis. On dit rap. Tu rappes. Et là, maintenant, comme tu n'as plus de texte et que c'est plus structuré, tu sais, les rimes compliquées, non, l'impro, là, te fait sortir le caractère le plus simple du rappeur que tu as en toi. Ok. Tu vas plus chercher à compliquer les rimes, chercher des punchlines de fou. Non, ce qui va te venir à l'esprit, là, tu le dis. C'est ce que tu vas dire. Et c'est là qu'on voit ta capacité à t'être entraîné dans la rimologie ou dans le flow, puisque l'impro, c'est ça. Tu vas pas commencer à rapper mon gars. Faut rapper seulement, même si tu rimes pas, mais tu rappes. Tu parles, puisque quand tu parles directement comme ça. Ben, tu rappes comme tu parles. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer à ça. Et l'improvisation, c'est la bête noire de tous les rappeurs. N'est-ce pas? Oui. Kissi, j'aimerais que tu improvises un truc pour nous en 30 secondes tout de suite. 30 secondes. Tu voudrais pour toi que j'improvise en 30 secondes. Mais devant moi, je vois le monde. Il n'y a pas de beat, je peux faire les choses a cappella. C'est Casey Montellano. Reviens, je viens de là-bas. C'est Bruxelles, mais ici, c'est City N. 1, 2, 3, 4. Il faut que tu vides ta haine. Il n'y a pas les M. Si devant moi, je suis seul devant le mic, mais distribue des punchlines comme Tyson Mike. Non, incroyable. Incroyable. Tout de suite, en fait. Mais oui, c'est ça. Inspirant. Tu sais pas ce que tu veux dire, voilà, mais oui, tu improvises. Faut pas avoir peur de se planter. Faut pas avoir peur de bégayer. C'est ça. Et tu t'exprimes. C'est un exercice de confiance en soi parce que tu te dis, OK, mes neurones ne vont pas me trahir. Je laisse libre cours à l'inspiration. Il n'y a rien dessus. Mais voilà. Et tu y vas. Et tu y vas. C'est tout. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de fanbase, d'accord? Ouais. Et je dirais que la fanbase dans la carrière d'un artiste est assez important. Aujourd'hui, quand tu prends la scène ivoirienne, franchement, avec l'avènement de Imra, Didi B, je dirais quand même qu'ils sont à leur prime, n'est-ce pas? Totalement. Voilà, à cause quand même de leurs différentes fanbases. Si tu as un conseil ou bien un code à donner à un jeune artiste béninois qui vient de commencer, en parlant de fanbase, comment construire une fanbase selon toi? Ben, je serais mal placé pour donner ce type de conseil parce que figure-toi que moi-même, j'ai du mal à garnir ma soi-disant fanbase. Je pense pas, parce que déjà sur ta page Facebook, tu as environ 50 000 abonnés. Ouais, et je dirais actif en fait. Oui, mais c'est ça. Mais bon, on est combien qui écoutent? On parle de millions de personnes. Ça, okay. C'est absolument rien. Tu as des pages où tu as des millions d'abonnés. En effet, les abonnés actifs sont les meilleurs. Mais encore une fois, la fanbase, c'est des mélomanes qui sont acquis à ta cause. Ouais. Tu les auras marqués d'une manière ou d'une autre. En fait. Et donc, par exemple, je pense qu'il y a aussi la culture, la cyberculture, pour ainsi parler. Okay. Et la cyberculture en Côte d'Ivoire et au Bénin, je pense qu'elle n'est pas totalement pareille. Pas du tout. Ils sont très, très actifs en Côte d'Ivoire en termes de cyberculture et n'hésitent pas à ce moment-là, l'énergie qu'il y a derrière cette cyberculture-là, eh ben ça charrie, ça porte les artistes vers le haut, en fait, au final. Okay. Non seulement ça porte le même public en question, ce public-là est reconnu comme un public très actif, mais ça porte les artistes vers le haut. C'est pour ça que ça marche en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Si tu prenais la même cyberculture et que tu la transposais ici, ça allait être une explosion encore plus dingue. C'est parce que je dis qu'ici, tu as des talents de fou. De fou. De fou. Moi, j'ai écouté en diagonale ce que Didi B fait, respect, ce que Imra fait, respect. Oui. Mais non, ça n'a rien à... Enfin, ici, on a des malades, mon gars. On a des malades. Des malades, mais c'est quand même pertinent ce que tu dis. Hein. On a des malades. Il faudrait vraiment réfléchir à mettre en place alors l'écosystème. C'est ça. Wow. Pour rivaliser avec l'écosystème, par exemple, qu'il y a en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a déjà les artistes qui peuvent rivaliser. On a déjà ça. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est l'écosystème qu'il va falloir mettre aux normes. Parce que les artistes sont déjà très bons. Ils sont très bons.
Est-ce que tu penses que le hip-hop peut sauver une nation? Le hip-hop même. Bon, l'art et la culture peuvent permettre de consolider. Une nation. Ouais. D'ailleurs, l'art et la culture, c'est un peu la mémoire d'une nation. Hein. Donc, oui, ça c'est vrai. Oui. C'est très important. Je veux dire, les artistes d'un pays, d'un peuple sont les garants un peu de sa mémoire, comme ça. Ok. Donc, sauver, c'est un bien grand mot, mais voilà. L'art et la culture font partie intégrante des mœurs d'une nation. Et d'ailleurs, un peuple qui a perdu sa culture est un peuple qui n'a plus d'âme. Qui n'a plus d'âme. Voilà. Ok. Et quelle est la plus grande injustice culturelle que vivent les artistes béninois, je dirais rappeurs ou africains? Ouais, ben écoute, déjà au Bénin, je pense que on mène des carrières ingrates. Hein. Waouh. Oui. On a le talent. Sans doute, oui. Moi, je pense qu'il y a véritablement du talent, mais que la carrière qui doit représenter ce talent-là n'est pas à la hauteur du talent qui est exprimé. Souvent, on voit ça. Donc, on voit des artistes qui sont très, très talentueux. Très talentueux. C'est pas qu'ils n'ont pas percé, c'est que le terreau n'est pas fertile. Donc, ils n'arrivent pas à émerger correctement. À émerger. T'en as 2, 3 de temps en temps comme ça, mais après, ça chute encore. Donc, on n'a pas eu de Fela Kuti, béninois. Voilà, enfin, il faut que tout le monde soit parti. Maman Angélique Kidjo, elle a dû sortir du pays pour aller se réaliser. Pour exploser. Voilà, les Jonas Pedro, les Jimo, Onsou, tous les artistes sont partis pour aller exploser. Ici, tu restes pas et tu exploses. Non, ça fonctionnera pas. Ça va fonctionner juste un temps et puis c'est fini. Et tu veux dire qu'à un moment, les artistes béninois doivent aussi chercher à voyager, à aller chercher ailleurs? Oui, puisque T'es direct, hein? J'aime bien ta franchise. Oui, ils doivent. En tout cas, si ils pensent évoluer vers l'internationalisation, ils doivent s'ouvrir vers d'autres horizons. Parce que c'est pas encore au point ici. Regarde, enfin, tu as tous ces artistes chanteurs. Moi, je parle pas que du rap. Hein. Bien sûr. La chanson béninoise. Ok. Depuis 20 ans qu'on est ici, 25 ans qu'on écoute tout ça, ce qui se passe ici, là, mais tous ces chanteurs-là, les Robinson Sipa, voilà. Ça, ils sont où? Mais c'est des génies, ces gars. Mais ils sont où? Bah voilà. Ça, c'est une preuve de dire que, mais voilà les génies qu'on a, mais il n'y a rien derrière comme environnement pour maintenir ces génies-là en plein potentiel de création. Alors les génies sortent de l'environnement, du jardin, et puis vont se chercher ailleurs. Ça devient des fonctionnaires. Mais c'est tellement fort ce que tu dis, parce que déjà, en parlant de Robinson Sipa, moi j'ai écouté la dernière fois tout son album, mais c'est franchement des classiques. Oh. Et même côté live, d'accord, côté Miss Master, mais c'était incroyable. Et d'une source, en fait, on m'a dit que l'album, en fait, a été produit par des Allemands. Parce que quand tu écoutes même la qualité du Miss aujourd'hui, tu te dis, mais attends, c'est actuel, en fait. Bien sûr. C'est actuel. Et en parlant de ces légendes, d'accord, béninoises, que ce soit, en fait, Stan Torrent, Robinson Sipa, Angélique Kidjo, si tu devais faire un feat, d'accord, avec une légende vivante béninoise, qui choisis-tu? Robinson Sipa et Angélique Kidjo. Direct? Ouais, à fond. Ou le daron à l'épée en roue. Mais Angélique Kidjo de dingue et Robinson Sipa. Mais écoute, je suis sidéré parce que tu vas trouver cela un peu bizarre, même je dis même un peu bête. Je n'ai jamais su que tu connaissais à l'épée en roue. Et on avait eu même un débat avec des proches à moi, où je disais, en fait, est-ce qu'il y a, je parie qu'il y a des Béninois qui ne connaissent pas Alec Perao. Et mes proches me disaient, non, je ne pense pas et tout. Ah ouais, mais on le connaît. Enfin, ah ouais, tu l'écoutes régulièrement, disons. Quand j'ai envie d'écouter du Alec Perao, j'écoute ça, je vais écouter. Enfin, voilà. Ben oui, le boss de la tradi. Et Sabo aussi, Danielou. Ok. C'est bien. Ouais. J'adore ce maçon. Ouais, à fond. Ouais, ok. Je vois.
Et si on faisait un film sur ta vie, quel acteur jouerait ton rôle? Bon, j'ai déjà 2 petits gamins qui me ressemblent, là, donc ils peuvent très bien jouer. Ils peuvent très bien jouer le rôle de leur daron à différents âges. Donc, N'est-ce pas? oui, oui. Ok. Donc, il y a Easy Kim, mon premier fiston, là, qui pourra jouer le rôle d'il y a 20 ans, là, au début de Genesis. Mhm. Et puis, Iman, le plus petit, qui pourra jouer quand j'avais 12, 13, 14 ans. Ok. Et en parlant même de ton fils, Easy Kim, Ouais. il fait le rap. Oui. Très bon rappeur, hein. Très bon rappeur. Et... Moi, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Ah bon? Ben non, je suis pour rien. C'est ce que je dis. D'ailleurs, ils rappent tous, là, et les Iman, tout ça. Mais bon, moi, j'ai jamais dit, oui, voilà comment on fait du rap, voilà comment on rime. Écoute ça, c'est du rap. Jamais. Jamais. C'est un jour comme ça, j'ai dit, bon, c'est dans le Un chien ne fait pas un chat. Voilà, c'est ça. Mais imagine-toi un jour, Iman te sort, papa, ton flow est cool, mais je préfère celui de Nino. Je vais lui dire qu'il n'a rien compris. Non, mais il a été franc. Oui, il a été franc, je vais lui dire, bien sûr. Alors, viens, on va s'asseoir et discuter un peu. Et donc là, je vais décortiquer avec lui le flow de Nino. Parce que s'il le dit, c'est qu'il n'a pas compris ce que c'est que le flow. Voilà. Donc, et pour toi, le flow, c'est quoi? Ben, le flow, c'est le débit. Tu sais, t'as une rivière, t'as une rivière. Qu'est-ce que le flow de la rivière? C'est la manière dont la rivière coule. Ok. Donc, le flow, c'est la manière dont tu débites tes phrases, tes rimes. Voilà. Mhm. Et d'ailleurs, le flow, c'est un peu l'identité du rappeur. Hein. Du rappeur, ok. Ah oui, bon, après, tu as des rappeurs qui ont plusieurs flows. Moi, par exemple, j'ai plusieurs flows. Mais généralement, en règle générale, dès qu'un rappeur monte sur l'instru, Mhm. des 2 premiers mots ou son gimmick d'entrée, tu sais que c'est tel rappeur. Ok, oui, ok, je comprends, très bien. Ok. Et donc ça, c'est le flow. Et maintenant, bon, tu sais, le flow, franchement, je te dis, aujourd'hui, les flows sont trop faciles. Très. Les flows, Non. c'est vraiment trop facile. C'est limite, tu peux poser tout un album comme ça en impro. Je suis désolé, hein, mais moi, tu me mets de la trap ou de la drill, je te pose tout un album en impro. Véritablement. Waouh. C'est trop facile, les textes sont légers, voilà. Après, je dis pas tout le temps. Il y en a qui écrivent vraiment profondément, mais en règle générale, oui. Au jour d'aujourd'hui, tu as l'instru qui est plus importante que le texte. Oui. Et donc, l'instru met en avant le texte. Hein. Généralement, aujourd'hui, c'est plus l'instru qui tape fort. Puis, on a écrit un texte comme ça par-dessus, vite fait, là. Okay. Or, avant, oui. C'était bel et bien le texte qui était plus fort que l'instru. Donc, encore à notre époque, quand tu écris un texte, tu dis, bah, le morceau là, il est fort, pas parce que seulement l'instru est forte, mais c'est parce que aussi le texte qui est dessus est très fort. Est très fort. Voilà. Okay. Et donc, quand tu enlèves même l'instru, tu rappes le texte sans instru, c'est comme ça qu'on reconnaît qu'un texte est fort. C'est que enlève l'instru et rappe le texte sans instru. Ouh! C'est là que tu vois que le morceau est fort ou pas. Ok. Bah oui. Ok, mais je comprends mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que tu as commencé d'abord par l'écriture. C'est-à-dire, tu t'es... Totalement. Ok. Totalement. Ok. Et en parlant toujours de flow, j'ai une question assez spéciale. Oui. Tu préfères avoir le flow de Kendrick Lamar, mais oublier ton nom chaque jour, ouais. ou avoir la mémoire d'Einstein, mais ne jamais pouvoir rimer? Je préfère être Monteano. Je préfère être Monteano. Kendrick, il a beau être bon, mais le flow à Kendrick chez Monteano, non, je ne me vois pas rapper comme Kendrick. Ok. Avoir la mémoire d'Einstein, ce serait pas mal, mais si c'est pour ne pas rimer, à quoi ça sert? Dans le rap, à ce moment-là, c'est bon pour les sciences peut-être, mais non, je suis très bien en étant Monteano comme ça, là, c'est très bien pour moi. Si tu pouvais insérer une phrase choc dans la constitution du Bénin, ce serait quoi? Punchline dans la constitution du Bénin. Dans la constitution du Bénin, c'est une phrase. Choc. Punchline. Le mal rend le mal ennemi de lui-même. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais en fait, tu as carrément tout résumé, quoi. Mais c'est ça, c'est-à-dire le mal rend le mal ennemi de lui-même. Mais comment arrives-tu à être inspiré, c'est-à-dire du tac au tac? Il faut chercher, je sais pas, c'est comme si on avait des tiroirs dans notre esprit et que
tu faisais une recherche par indexation. Imagine que tu as un programme, tu tapes quelque chose, ça t'affiche tout. Mon cerveau est un peu comme ça. Donc, j'interroge et je cherche. Voilà, ça. Je ne sais pas comment l'inspiration naît. Je ne sais pas te dire comment ça fonctionne, ça. Mais voilà. Ok. C'est ce que le cerveau produit, quoi. Ok. Et tout à l'heure, je disais que pour moi, tu es une légende. Et j'avais abordé le premier as, d'accord. Le second, c'est quoi? Ami, d'accord, oui. Avec qui tu as été en groupe. Ouais. Il disait sur une émission télé que Casey, c'est quand même disons, un bon rappeur, d'accord. Ouais. Et si, c'est-à-dire si on devrait classer, d'accord, par, disons le premier, deuxième et tout, que tu occupais la place 0, disons, la position 0. Le patient 0, quoi. Voilà. Celui qui est à l'origine de la maladie. Exactement. ça vient de Ami. Et Follow Gozo également me dit également que tu es un très bon rappeur. Très, très bon rappeur. Et Cyanogène qui dit au fait que tu es son maître dans ce tas-là. Bon. S'il le dit, c'est qu'il le pense. Bien sûr. Donc. Bon, voilà. Bon, voilà, mais ça, c'est comme je dis, c'est ce que chacun voit, c'est ce qu'il dit. Ce que Amir a dit, c'est ce qu'il pense. Ce que Logozo dit, c'est ce qu'il pense. Ce que Cyanogène dit, c'est ce qu'il pense. Voilà. Logozo, pour moi, est un maître de son art. Ça, je l'ai aussi toujours dit. Je veux dire, en termes de fond, voilà. Logozo, voilà. Respect. Respect. Voilà. Cyanogène est quelqu'un de très, très authentique également. Donc, voilà. Amir, dans son genre aussi, il est dans son genre. Voilà. Maintenant, tu sais, les classifications sont des pièges. Ah bon? Oui. Surtout lorsque les choses ne sont pas identiquement pareilles. C'est-à-dire, si ce n'est pas des clones ou les mêmes unités, la classification peut devenir un piège. Parce qu'à quel moment tu classes en premier telle ou telle chose qui n'est pas totalement comparable à telle ou telle autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est un piège. Il n'y a pas de meilleur, en fait, dans cette histoire-là. Il y a des gens qui font bien et qui seront plus appréciés des oreilles de telle ou telle personne. Oui. Enfin, moi, je lis aussi les réseaux. Je mets sur mon propre mur, il y a des gens qui viennent dire « Oui, non, un tel est plus fort que toi. » Mais oui, j'accepte parce que c'est dans son monde à lui. Tu vois? Si quelqu'un écoute par exemple Blaze et qui dit Blaze c'est le roi de la street, c'est son AKA, on respecte ça. Oui. Mais est-ce qu'on va venir dire oui, non, c'est pas le roi de la street, c'est moi le roi de la street parce que je pense rapper mieux? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Parce qu'il y a des gens qui l'a touché, que toi en tant qu'artiste, tu ne vas pas toucher de la même manière. Ok. Donc, à quel moment on classifie? Et quelle est l'unité de mesure de classification des artistes? Comment est-ce que tu dis que, sauf entre nous, voilà, entre nous les rappeurs, on dit, voilà, il y a des plus pointus en termes de rapologie et de rimologie et d'écriture de texte. Bon, ça, même chez les poètes, entre eux, ils se reconnaissent ça. Mais quand on va au niveau du public, ce truc de classification, ça saute. Hein. N'est-ce pas? Ben oui, ça saute. Donc, oui. Moi, je peux accepter, je suis le rappeur des rappeurs. Voilà. Le rappeur des rappeurs. Moi, je suis le rappeur pour les rappeurs. Voilà, les rappeurs kiffent bien de m'écouter et moi-même, je rappe pour que les rappeurs m'écoutent. Le père des rappeurs. Si tu veux. Je ne rappe pas spécifiquement pour que le public néophyte m'écoute. Ok. Ça, voilà. Mais quand quelqu'un dit je veux rapper, voilà, lui, je rappe pour lui. Ok. Ouais. En parlant de Ami, déjà, on te connaît pour quelqu'un d'assez discret et d'humble et tout. Ouais. Mais d'où vient la rivalité avec lui? Mais il faut lui poser la question. D'autant que vous avez été même dans le même collectif. Ah, mon ami, il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. Franchement, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai rien contre Amir. Oui. Je ne sais pas, il n'y a pas de rivalité. On n'est pas, selon moi, voilà, c'est d'abord mon petit frère. Oui. De au moins 5 ans comme ça, là, donc franchement, voilà. Adversité, bon, peut-être parce qu'il est le chef du CCC et que moi je suis le chef du réflexe. Oui. Peut-être entre leaders, mais il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Moi, j'ai rien contre lui, à part que si on asticote un peu. Tu vas sur son mur, tu dis, il dit j'ai des problèmes, tu dis il faut gérer.
les problèmes. Il faut gérer. Tu peux dire, tu vas gérer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me clasher. Le fameux faut gérer. Oui, il allait dire à tout le monde, je l'ai clashé, alors que je l'ai jamais clashé. Et par contre, lui, il allait faire un clash, et puis finalement, c'était un paix foireux qui n'a rien donné. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça n'a rien donné, pas de modèle économique derrière. Donc, voilà, on passe la route, quoi. Donc, en écrivant le fameux faut gérer, d'accord, sur ta page Facebook, tu n'étais vraiment pas dans l'intention d'un clash et tout. Mais, cher ami, moi, si je veux clasher un MC, je vais le détruire. Je vais pas m'amuser à faire des faux gérés ou quoi que ce soit là. C'est un petit ego trip, faut gérer. Tu fais la pub, amen. T'es pas fait la coutie, t'es tout petit. Pourquoi tu la ramènes vu que c'est ta mère, la pute? C'est rien. Ça, c'est des petits textes. C'est rien du tout. Si je fais un texte comme ça et toi tu dis je t'ai clashé, mais c'est mal connaître Montéano. N'est-ce pas? Ben oui. C'est un vieux texte que j'avais. Bon, il y a eu cette élucubration. Je dis, allez, on va sortir les vieux textes. Ah, ça l'a énervé. Il allait sortir des gros trucs qui n'ont ni queue ni tête. J'ai dit, ça n'a rien à voir. On laisse passer ça. C'est tout. Ok. J'avais même oublié une question. Montéano veut dire quoi? Montéano? C'est juste un nom comme ça. Ok. Mais si tu veux creuser plus loin, ça veut pouvoir dire aussi Motona et Yano, c'est en lingala. Okay. L'homme qui a la réponse. Ok, d'accord. Ah, okay. Motona et Yano. Montéano. Pour faire un peu. J'aime bien tes compositions et tout. Ouais, mais ouais, à fond. C'est comme Casey Edge, hein, je m'appelle Jesse. Ça, c'est mon prénom. Ok. Mais Jesse K. Ça, mon nom commence par K. Donc, tu vois, J-A-C-K, Jack. J-A-C-K, quand tu dis K-C-A-J à l'envers et que tu le lis en toutes lettres, ça fait K-C-A-G. C'est ça qui est devenu Casey Edge. C'est juste mon prénom, en fait. Donc, mais c'est une composition, comme tu dis. Ah, ok, Casey Edge, ouais. D'accord. En parlant d'amour, Casey est un homme amoureux. Est-il un cœur à prendre? Ni cœur, ni esprit à prendre. Mais... Je ne suis ni un cœur, ni un esprit à prendre. Mais pourquoi souvent, vous, les rappeurs, vous n'êtes pas souvent dans les histoires d'amour, machin? Qu'est-ce qui se passe? Non, on ne sait pas qu'on n'est pas dans les histoires d'amour. Les histoires d'amour sont humaines. Donc, nous sommes des humains, nous sommes dans les histoires d'amour. Sauf qu'il y en a qui en parlent plus ouvertement et que moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus discret. Discret, ok. Et est-ce que l'amour t'inspire autant que ta passion pour l'écriture? J'ai chanté l'amour plusieurs fois dans mes albums. Il y a des morceaux comme I Just Want Your Love ou bien Elle. Voilà. Tout ça, c'est des morceaux qui parlent d'amour, en fait. Ok. Ouais. Ok. As-tu déjà annulé une session studio pour un rendez-vous amoureux? Jamais. Casey. Jamais. En tant que petit frère, j'ose te reposer la question. Oui. As-tu déjà annulé une session studio pour un rendez-vous amoureux? Jamais. Jamais. Sauf si tu te rappelles, alors là, tu me rappelles, mais non. Non, je ne vais pas annuler le studio pour un rendez-vous amoureux, d'autant plus que le rendez-vous amoureux peut se reporter et la vibe du studio peut ne pas attendre. Ah, mais ta réponse m'a convaincu. Ouais. Et est-ce que la personne qui partage ta vie doit aimer le rap? Ou juste aimer toi? Si la personne m'aime, elle va aimer ce que je fais également, je pense. Donc, naturellement, quand tu aimes une personne, tu t'intéresses un peu à ce qu'elle fait, ce qu'elle a comme activité. Et si possible, même, tu apprends à aimer ce qu'elle fait, quoi. Ok. On n'exige pas, mais ce serait bien, en effet. De toute façon, la personne qui m'aime, je crois qu'on se connaît depuis plus de 30 ans. Donc, donc, t'es plus que à part. Voilà. C'est ça, quoi. Ok. Et as-tu déjà glissé un message codé à une de tes ex dans un morceau? Ouais, c'est possible. Et c'était quoi déjà? Mais je sais plus. Je sais plus, c'est ce que je te dis, ou à une ex, ou à un ancien pote, ou à... Ouais. C'est ça, c'est une petite pique par-ci, par-là. Ok. Mais tout le monde fait ça, tous les artistes font ça. Ok. Donc oui, je sais pas te dire comme ça, mais ouais, il y a dû y avoir des morceaux. Des morceaux, ok. Tu as balancé une petite punchline là, et que les intéressés CES se reconnaissent. Et si l'amour était une punchline pour toi, est-ce que tu serais quoi?
Je sais pas. L'amour, si l'amour était une punchline, là, il faut aller chercher les meilleurs poètes. Hein. Mais tu es aussi un poète. Quelque part, justement. mais là, il faut écrire. Il faut écrire sur l'amour. Je sais pas. L'amour, c'est la seule chose qui te prend la tête, qui vient de ton cœur et qui te prend la tête, quoi. C'est toi-même et toi-même, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça que je veux dire, oui, c'est ça. Est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Je pense que les âmes sœurs existent, tout comme les flammes jumelles, ça existe, oui. Ok. Et les âmes peuvent être sœurs le temps de se comprendre et ennemies après. Ou tu crois juste aux femmes qui savent écouter du bon son? Il y a de tout. Vous pouvez bien vous entendre avec quelqu'un qui ne partage pas forcément les mêmes activités que toi. C'est possible. Waouh. Tu peux être un rappeur et rencontrer ton âme sœur, entre griffes, qui ne sera pas dans le rap du tout, par exemple. C'est possible. C'est possible. Et si ton cœur écrivait un EP en 4 titres aujourd'hui, et quels seraient les titres? Ouf, je sais pas. Non. Je sais pas les titres qui Pas viennent ton du temps, cœur pas ton comme ça. temps, ouais, pas ton je- temps. 4 titres. Ouais, je sais pas. For Your Love. Ok. For Your Love. I Will Do Anything. Voilà. Ou Everything. Tu vois, tout ça, c'est en anglais. Just to see the smile upon your face. Yeah. Ça, par exemple. Voilà. Donc là, ça fait 3 titres. Hein. Donc, c'est ça. Pour ton amour, pour voir ton sourire, je serai prêt à faire ce qu'il y a à faire. Et puis Gangsta Love, tiens, voilà. Gangsta Love. Toujours le côté bad boy, c'est ça? Le côté thug, on va dire, ouais, un peu, pas forcément mauvais, hein, mais thug, oui, c'est-à-dire le côté lucide, quoi, de la chose. Pas trop eau de rose, tout ça. Donc, tu as toujours gardé ce côté thug, hein? Ah, Bien évidemment. à la force des choses, ouais. Ok. En parlant de politique, pour toi, qu'est-ce que la politique? Rassemblement des parlementaires. Oui, non, mais en plus sérieux, Ouais. bah oui, non, la politique, c'est ce qui permet aux gens qui souhaitent œuvrer, par exemple, pour un pays, d'avoir un creuset, un lieu d'échange hein, et de partage. C'est ça la politique. C'est le lieu d'échange où on peut discuter des lois, de l'avenir d'un pays ou tout ce que tu veux qui concerne la société. Les changements qui doivent s'apporter et s'appliquer dans la société doivent être discutés au niveau politique. C'est à ça que sert la politique. Alors ça peut être un gouvernement, ça peut être un collège de sages dans un village, Oui. peu importe. Tant qu'il y a des humains qui se retrouvent pour parler de l'avenir de la société, c'est de la politique. Je trouve que tu seras un très bon politicien. Je me contenterai d'être un artiste. Un artiste. Donc, tu es apolitique? Personne ne peut se prévaloir de cette appellation-là. N'est-ce pas? Non, on ne peut pas être apolitique. On est politique. Merci beaucoup. On est politique. Même si on ne fait pas de la politique, Oui. on est dans la politique. On a quelqu'un qui fait de la politique pour nous. Si on ne fait pas soi-même, on a toujours quelqu'un qui fait. Toujours quelqu'un. Bien sûr. Parce que, au fait, tu parlais en temps de Fela Kuti, Ouais. qui est quand même un artiste, mais en même temps, il défendait des causes sociales. Il était à fond dans la politique, n'est-ce pas? Parce que c'est lorsque tu es un artiste d'un certain renom, tu atteins le statut de personnalité publique. Public, ah, ok. Mais aujourd'hui, Kcee est aussi une personnalité publique. À moindre échelle, mais c'est ça. Non, à Et grande donc, échelle. à moindre échelle, À grande échelle. en tout cas, c'est le cas. Et si jamais, Oui. en tant que personnalité publique, il se peut que mes discours, mon discours, mes paroles soient politisées. C'est de ça dont il est question. Ok. Le soutien que moi je peux apporter peut être amplifié. Voilà. Donc je peux faire une chanson qui pour moi n'avait pas d'aspect politique, mais qui peut être récupérée et politisée. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc j'échappe pas à la politique. Moi non plus. Pour l'instant, tu es en vacances au Bénin. Ouais. Imagine-toi que dès la semaine prochaine, après le
le Conseil des ministres, tu apprends que tu es nommé ministre de la Culture. Ouais. Ok. Et D'accord. Et quel décret tu prends tout de suite en tant que ministre de la Culture? Bon, déjà, d'abord, est-ce que tu acceptes? Ça, c'est la première phase. voilà, ça c'est la première question. Oui. Bon, ça dépend. Waouh. Donc, Kessie reste ouvert quand même à toutes sortes de nominations dans le secteur culturel au Bénin. Pourquoi pas? Il faut bien travailler, non? Écoute, oui, il faut travailler. D'autant plus que la culture, c'est ce qui nous, voilà. Et donc, oui, enfin, peut-être qu'il y a beaucoup plus compétents, Oui. mais oui, moi, je serais d'avis d'apporter mon expérience et mes compétences au sein d'un cabinet quelconque, par exemple. Ok. Mais ça m'empêche pas d'être ce que je suis à la base, c'est-à-dire un artiste, tout simplement. Ok. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est super, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de Kessie Edmonteanu dans 50 ans? Bon, ça dépendra de ce que moi-même je vais laisser comme héritage. Oui, ben, étant envie de... Oui. Voilà, qu'on dise juste que c'était quelqu'un qui a aimé ce qu'il faisait, qui a aimé le rap là où il le faisait et qui a beaucoup, j'imagine, qui aura beaucoup œuvré pour que le mouvement perdure dans le pays, quoi. C'est tout. Quelle est ta plus grande peur artistique à ce jour? La plus grande, c'est pas une peur, mais bon, on redoute quand même que les jeunes générations continuent de faire nos erreurs en boucle, quoi. Là, c'est ce que nous, on savait pas. Donc, on était des ignorants. Des ignorants, oui. Voilà. Quand on a su, on va dire qu'il y a du temps qui est déjà passé. Donc, on a moins d'énergie, on fait d'autres choses, tout ça, voilà. Mais quand on voit la nouvelle génération, on va leur donner notre expérience en espérant qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, on a faites en boucle. C'est-à-dire, au lieu de se donner les coudes, de se serrer les coudes pour avancer tous ensemble, quelque part, et après, devant là-bas, on pourra dire moi, je, c'est ça. Nous, c'est directement ici, on se tire déjà dans les pattes. Ça, oui. Ça, c'est pas un bon. Franchement, on n'ira pas loin comme ça. On n'ira pas loin. Jamais, n'est-ce pas? Et c'est dans 20 ans, on va regretter. On dit, ah, mais pourquoi on se tirait dans les pattes alors qu'on pouvait. Donc, nous, comme on a déjà vécu ça, c'est à nous de dire, ah, attention, dans 10 ans, vous allez regretter. Donc, c'est bien de faire maintenant quelque chose qui va perdurer pour plus tard. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, avec toutes ces initiatives et tout. C'est ça. Déjà, ton label, la convention du mic, etc. Ouais. Et avec toutes, disons, ces actions, à quoi ressemblerait le hip-hop béninois dans 10 ans, si tout se passait comme tu le veux? Bon, si tout se passe bien, ben, le hip-hop va regagner ses lettres de noblesse et plus encore, puisque maintenant, de toute façon, dans la sous-région, le hip-hop en général a un nouvel essor qui vient de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Donc, si cet essor-là arrive à se propager aussi dans la sous-région, tant mieux. Ça va profiter non seulement à la sous-région, mais aussi aux artistes. Je te répète encore une fois qu'il y a énormément de talents au Bénin. Au Bénin, énormément. Donc, si tous ces talents-là arrivent à rentrer dans un circuit où finalement c'est le mainstream accompagne et tout, mais là, ça sera, je crois, le véritable âge d'or du hip-hop. Âge d'or. Donc, tu crois encore en un renouveau du hip-hop béninois? Tu y crois, c'est-à-dire sans faille? Tant que les générations se renouvellent, il y a toujours espoir. Tant que les générations se renouvellent, il y a toujours espoir. Parce qu'il y a toujours un leader qui émerge de quelque part pour venir faire une révolution. C'est toujours comme ça. L'histoire nous l'a toujours démontré depuis la nuit des temps. Il y a toujours un révolutionnaire qui arrive dans un environnement à un moment M pour changer les choses. Toujours. Toujours. Alors, pour mot de fin, si tu pouvais parler 5 minutes, non, je dirais quelques minutes, à ton moi de 16 ans, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais quoi? À mon moi de 16 ans? Je vais lui dire, tu es sur la bonne voie. Ce que tu vas faire pour plus tard, ça va pas changer. C'est exactement comme ça que tu devrais le faire. Voilà, j'ai fait un bond dans le temps déjà, donc j'ai pu voir certaines erreurs, mais tu vas pas pouvoir les corriger parce que c'est déjà passé. Tu vas pas pouvoir les corriger. Attends. C'est bien que tu reposes cette partie-là. Voilà, c'est ça. Donc j'ai vu les erreurs que tu as commises plus tard.
Plus tard. Oui, oui. Oui, Je ouais. les ai vus. Ok. Mais tu vas pas pouvoir les effacer, sinon ça va faire que ce n'est plus toi, ça. Parce que ce sont aussi la somme de tes erreurs qui font que tu es toi. Plus même que les victoires, en fait. Parce que les victoires, c'est juste une validation de quelque chose que tu avais déjà. Or, l'erreur, c'est ça qui te fait te dépasser. Tu vas te dépasser pour embrasser la meilleure version de toi-même. Et ça n'arrive pas avec les petites victoires. Tant que tu as une victoire, tu te reposes sur tes lauriers. Parce que tu n'as rien de plus à faire, puisque c'est déjà validé par une victoire. Mais si ce n'est pas une victoire et que c'est un échec ou une erreur, tu vas devoir travailler pour atteindre la version améliorée de toi-même qui va valider cette victoire-là. C'est ça. Et donc, si je me vois à 16 ans, je dis, ben, écoute, mon petit, il y a plein de petites victoires sur toi comme ça que tu vas valider, mais tu vas vite comprendre que c'est pas le plus gros, qu'il va falloir te concentrer sur les échecs parce que c'est ça qui va te permettre de mieux travailler plus tard. Je t'appelle dorénavant le rappeur philosophe Casey Elmo. Yes, I. Je prends. Donc, monsieur, c'est un plaisir, Plaisir partagé. d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de Vibes and Héritage. Mais merci à Vibes et Héritage et merci à tous les auditeurs de Vibes et auditrices. Auditrice. Héritage. Yes. Merci beaucoup, Casey. Merci Fressé. One love. Ouais.